La dernière fois, on a parlé de l'histoire de l'introduction du tabac en France et dans le monde. Aujourd'hui, on va voir ce que j'ai mis en suspens la dernière fois, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que le tabac s'est aussi bien implanté dans nos sociétés. Car on sait tous bien que ce n'est pas grâce à la pub qu'il a reçue, mais bien à autre chose. Oui, on va parler de la nicotine aujourd'hui. De nos jours, on connaît tous, au moins de nom, cette molécule. On sait qu'elle est addictive, on sait qu'il y en a dans le tabac, mais on ne sait pas grand-chose de plus. En tout cas, très rarement. Comment elle agit dans notre cerveau, où elle a été découverte, par qui, en combien de temps. On va essayer de remédier à ça ici. Elle est découverte en 1809 par Louis-Nicolas Vauquelin, un pharmacien et chimiste français. En 1828, elle est isolée, c'est-à-dire mise à part du milieu d'études. En 1843, on a sa formule empirique, c'est-à-dire qu'on sait à présent quels atomes la composent. Sa masse moléculaire est découverte en 1847 et en 1895, sa structure moléculaire est découverte. Cependant, on ne suspectera le caractère addictif de la nicotine qu'en 1964 et son rôle dans le tabagisme ne sera reconnu qu'en 1988, soit 179 ans après sa découverte. On voit bien que le chemin de la recherche peut parfois s'avérer très long. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment ça fonctionne. En fait, comment on devient addict au tabac? Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, on se met à fumer une clope par jour, 2 clopes, puis 3, puis 5, puis un paquet, puis 2 paquets? Pourquoi on augmente? Pourquoi on commence à avoir le besoin de consommer régulièrement? Qu'est-ce qui fait tout ça en fait? Déjà, on va parler des différents modes de consommation. On connaît tous l'inhalation, c'est ce à quoi on a le plus l'habitude, donc soit avec les cigarettes qu'on voit partout, donc roulées ou industrielles, soit avec les cigares, que ce soit avec la pipe ou même la cigarette électronique, parce que oui, dans la cigarette électronique, on peut mettre des liquides qui comportent de la nicotine. On a aussi par ingestion, donc que ce soit avec des chewing-gums à la nicotine qui permettent pour certains d'arrêter de fumer, soit avec le tabac à chiquer, qui est, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, utilisé surtout de nos jours au Maghreb et aux États-Unis, mais aussi dans certains pays scandinaves. Et il y a aussi le contact, donc par exemple avec des patchs, qui sont aussi une manière que certaines personnes ont d'arrêter de fumer. On voit donc plein de modes de consommation différents. En fonction de la manière dont on va prendre la nicotine, donc que ce soit par inhalation, par ingestion ou par contact, le temps d'arriver au cerveau va être extrêmement différent. Et on remarque que l'inhalation est beaucoup plus rapide pour que la nicotine arrive au cerveau. Ça va durer entre 10 et 20 secondes. C'est donc ce mécanisme qu'on va étudier dans cette vidéo, parce que c'est aussi la manière de consommer le tabac la plus utilisée dans le monde. Expliquons donc comment ça fonctionne. Lorsqu'on prend une bouffée de tabac, la fumée va dans nos poumons. Elle passe ensuite dans notre sang, par les capillaires sanguins, dans les alvéoles pulmonaires. Le sang nicotiné passe par le cœur et arrive au cerveau aux alentours, comme je l'ai dit, de 10-20 secondes. On va donc s'intéresser à ce que fait la nicotine dans le cerveau. La nicotine est un agoniste de certains récepteurs à l'acétylcholine. Leur activation entraîne une entrée d'ion sodium et une sortie d'ion potassium, et par suite une dépolarisation du neurone postsynaptique. Les récepteurs nicotiniques sont présents dans les systèmes cérébraux noradrénergiques et dopaminergiques, notamment celui du système de récompense. Merci Wikipédia pour cette définition limpide. Tout d'abord, on a le mot agoniste. Ce mot définit une molécule qui va se fixer sur un récepteur à la place de la molécule qui est censée aller sur le récepteur. Par exemple, ici, on voit que la nicotine est un agoniste des récepteurs à l'acétylcholine. Donc en gros, la nicotine va remplacer l'acétylcholine sur certains récepteurs. Ensuite, on entend parler d'ion sodium, d'ion potassium, de dépolarisation. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle le PPSE, le potentiel postsynaptique excitateur. En fait, c'est un mécanisme de neurophysiologie qui va, par des passages d'ions dans les membranes des axones entre les neurones, créer un potentiel d'action qui va augmenter la possibilité d'une décharge électrique dans le neurone, ce qui augmente par voie de conséquence l'activité dans le cerveau. C'est pour ça que la cigarette a un effet excitant. Ensuite, on entend parler des systèmes cérébraux noradrénergiques, dopaminergiques, etc. Ça, en fait, c'est tout ce qui concerne le système de récompense. Et ça, il
faut qu'on en parle. Le système de récompense, c'est un mécanisme du cerveau qui est nécessaire à la survie. Pour faire simple, c'est ce qui nous permet de nous donner envie en fait de chercher de la nourriture par exemple, ou de sortir pour se reproduire, qui nous pousse à refaire des choses qui nous font plaisir. Donc par exemple, comme j'ai dit, la reproduction, manger, boire. Sauf que le système de récompense, dans toutes les dépendances quasiment, il est mis en jeu. Pourquoi ? Comme j'ai dit, la nicotine va stimuler les systèmes noradrénergiques et dopaminergiques. Parce que dans le système de récompense, on a la dopamine, une molécule du cerveau, qui est mise en jeu. En augmentant le taux de dopamine dans le cerveau, on va créer un état d'euphorie. Et cet état d'euphorie, dès qu'il retombe, notre cerveau va être en manque, il va avoir envie de plus, il va encore vouloir de la nicotine. Et ça s'appelle l'effet de craving. Pour résumer, l'effet de craving, c'est quand tu prends une drogue, que tu as un effet d'euphorie, que tu vas pas en prendre pendant une semaine par exemple, et qu'au bout de quelques temps, tu vas commencer à avoir envie d'en reprendre, sans pour autant avoir de symptômes physiques, de maux de tête, des courbatures ou quoi que ce soit qui sont des symptômes du syndrome de sevrage. Non, tu vas juste en avoir envie en fait. Et ça s'appelle le craving. On va parler des mécanismes de la dépendance au tabac. Déjà, on a le craving, avec le circuit de récompense, qui va créer une dépendance directe et une envie de fumer. Ensuite, on a la tolérance qui augmente, c'est-à-dire que les récepteurs, c'est comme s'ils se rétrécissaient. Plus on va fumer, moins les récepteurs vont devenir sensibles à la nicotine. C'est-à-dire qu'on aura moins d'effets, on sera moins soulagé après avoir fumé, etc. Pour contrebalancer la tolérance, le cerveau va créer plus de récepteurs. Parce que imaginez une analogie avec des cages de foot, qu'on ait une grande cage de foot et que ce soit facile de tirer dedans au début, mais imaginons qu'elle rétrécisse, pour que ce soit toujours aussi facile, il faudrait rajouter une autre cage de foot. Là, c'est à peu près la même chose. Le problème, c'est que plus on a de récepteurs, plus l'arrêt de fumer devient difficile. Pour faire simple, chaque récepteur a besoin de sa dose de nicotine et va la réclamer en créant des symptômes quelconques. Chaque récepteur de nicotine a son besoin, donc il va le demander quotidiennement. Pour le demander ça, c'est un peu comme la faim, c'est-à-dire que quand on a faim, quand on a besoin de manger, on va avoir mal au ventre, on va avoir envie de manger, etc. Avec ces récepteurs de nicotine, c'est un peu le même concept en fait. C'est des signaux envoyés au cerveau et par le cerveau pour dire au corps vas-y mon ref, il faut fumer maintenant. Et donc plus on a de récepteurs, plus ça va augmenter cet effet-là. L'analogie des cages de foot. Maintenant vous avez vos cages de foot, d'abord vous en avez une, puis après elle commence à rétrécir, il y en a 3, 7, 8, 12, etc. Et maintenant mettez des gardiens dans ces cages de foot. Et imaginez que ces gardiens ils soient un peu méchants avec vous. Et que quand vous tirez pas, ils vous crient dessus. En fait, plus il va y avoir de cages avec un gardien, plus ça va crier fort, plus ça va devenir insupportable, inaudible. Ça, c'est le syndrome de sevrage. Et plus on a une grosse consommation de cigarettes, plus le syndrome de sevrage est fort. Et le syndrome de sevrage, c'est quelque chose de très très difficile avec le tabac. On peut citer par exemple tous les symptômes, donc anxiété, humeur dépressive, troubles de la concentration, irritabilité, agitation, insomnie, sensation de faim, maux de tête, troubles gastro-entérинaux, etc. Bien évidemment, ça ne s'arrête pas là parce que ces symptômes, ils sont très forts les 3 premiers jours de sevrage. Mais ils peuvent quand même durer jusqu'à 2 à 4 semaines, ce qui est quand même considérable. Et même après ça, même si on n'a plus de symptômes physiques, on a toujours des symptômes psychologiques. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de fumer, même des mois après, des années après. Autre chose aussi, en moyenne, les gens qui arrêtent de fumer tout seuls prennent entre 4 et 5 kilos. Ce qui pousse pas mal de gens, dans les premiers jours, dans les premières semaines, à tout simplement reprendre à fumer. Car on l'a vu, la cigarette a un effet coupe-faim qui donne moins envie de manger. Mais en arrêtant, déjà on a la sensation de faim due au sevrage et l'arrêt de l'effet coupe-faim dû à la consommation de nicotine. Bon, j'ai oublié de tourner la fin de la vidéo. Du coup, je vais faire une voix off. Je voulais donc rajouter qu'en moyenne, seulement 5 à 7% des gens qui arrêtent de fumer sans aide extérieure y arrivent durablement après environ 1 an. Ensuite, la plupart des fumeurs mineurs pensent qu'ils auront arrêté d'ici 5 ans. Cependant, 73% des lycéens qui fument tous les jours au lycée le font encore 5-6 ans plus tard, ce qui est considérable. Je vais donc faire une sorte de petit message de prévention à la fin, même si je déteste faire ça, en m'adressant principalement aux lycéens qui commencent à fumer. Pour que ce soit pour le style ou une autre raison, il faut comprendre que c'est pas une addiction à prendre à la légère. L'addiction au tabac, c'est une addiction presque aussi forte que celle à l'héroïne.
Le syndrome de sevrage est horrible et une fois qu'on est dedans, c'est très difficile d'en sortir. Je parle en connaissance de cause car j'ai moi-même commencé la cigarette en première, en 2020. Et je fume toujours, alors même qu'on est en 2022, je fume toujours et de plus en plus. J'ai essayé d'arrêter une première fois avec la cigarette électronique, ça n'a pas marché, ça n'a fait qu'augmenter ma consommation et là je fume plus qu'avant. Que ce soit pour des raisons d'anxiété qui me poussent à fumer ou des contextes sociaux qui me poussent à fumer aussi. Tout est bon en quelque sorte pour augmenter son addiction et c'est très difficile d'en sortir. Même si on a envie d'en sortir, la volonté c'est pas quelque chose qui est suffisant pour sortir d'une addiction. C'est pas qu'une question de volonté. Et ça, il faut le comprendre, que ce soit les jeunes qui commencent à fumer ou les adultes et les gens qui n'ont pas d'addiction, qui poussent les gens à arrêter, il faut comprendre que ce n'est pas qu'une question de volonté. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, c'est pas juste votre envie qui va vous faire arrêter de fumer. Il va vous falloir beaucoup de choses, beaucoup de bagages, beaucoup d'aide, surtout beaucoup d'aide extérieure. L'aide extérieure est primordiale dans l'arrêt d'une addiction. Encore une fois, à tous les jeunes qui peuvent potentiellement regarder ça, si vous sortez l'excuse à tout le monde, oui, je ne fume qu'en soirée, etc., ce genre d'excuses, arrêtez de dire ça et arrêtez de fumer. Si vous fumez qu'en soirée parce que c'est cool, pour le style ou je ne sais quoi, sachez que c'est comme ça que commence une addiction. Vous associez les soirées, le fait de boire de l'alcool à la cigarette. Petit à petit, ça va devenir nécessaire à chaque soirée. Vous ne pourrez pas faire une soirée sans fumer. Ensuite, vous fumerez une cigarette comme ça. Ça arrivera un moment, vous allez fumer une cigarette une journée sans contexte de soirée ou même juste avant une soirée, en la préparant par exemple. Et ça va s'enchaîner en fait, c'est tout ça. C'est tout simple. Ça va juste s'enchaîner. On peut très difficilement freiner une addiction aussi forte que celle à la nicotine. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour simplement dire que tant que vous n'êtes pas encore dans l'engrenage, tant que vous avez encore de la marge pour arrêter, surtout arrêtez-vous. Vous pouvez tester une fois, généralement ça posera pas de problème. Mais par contre, si vous commencez déjà à dire que vous fumez qu'en soirée, par exemple, ou alors une clope par jour, ou alors une clope par semaine, ou alors que quand il y a des examens, quelque chose comme ça, dites-vous qu'il faut arrêter, tout simplement. Remplacez la cigarette, je sais pas, par une tasse de café. Ce sera tout aussi bien et beaucoup moins dangereux pour la santé. Pour la santé et pour votre porte-monnaie. Bref, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Likez, commentez, dites-moi vos impressions. Surtout s'il y a des choses qui vous dérangent dans la vidéo, des choses à corriger, si vous vous y connaissez. N'hésitez pas à critiquer et à me corriger. Pareil, si vous avez des compétences en montage qui pourraient m'aider, je suis absolument preneur parce que je débute dans le montage. C'est la deuxième vidéo que je monte, celle-là. Donc, merci. Chaque commentaire m'aidera à progresser et à créer de meilleures vidéos, plus intéressantes et plus constructives. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Addiction.